Pendant tout ce mois de décembre, nous allons rendre hommage à celles qui ont fait l'histoire. Chaque jour, nous allons parcourir et remonter le temps pour vous présenter une figure marquante qui a lutté, milité pour que le droit à l'avortement soit reconnu. Ces femmes, qu'elles soient pionnières radicales, avocates audacieuses ou ministres courageuses, ont brisé le silence, affronté la violence des débats et permis que le drame de l'avortement clandestin appartienne au passé. Leur combat est le socle de notre liberté et c'est grâce à elles que nous pouvons aujourd'hui, ici, déculpabiliser et continuer à libérer la parole. Nous ouvrons déjà aujourd'hui la case 19 de notre calendrier de l'Avent et on va mettre en lumière aujourd'hui une femme dont le destin a, malgré elle, fait basculer l'histoire du droit des femmes en France. Son nom, c'est Marie-Claire Chevalier. Alors, si vous avez suivi le calendrier de l'Avent jusqu'à aujourd'hui, vous avez dû déjà entendre son nom. Marie-Claire Chevalier, eh bien, c'est tout simplement la figure centrale d'un procès historique, le fameux procès de Bobigny, qui a eu lieu en 1972 et qui a ouvert la voie à la dépénalisation de l'avortement. Alors, pour bien comprendre l'histoire de Marie-Claire, il faut bien sûr se replacer dans la France du début des années 70. À cette époque, vous le savez dorénavant, l'avortement est régi par la loi de 1920. C'est extrêmement répressif, l'avortement est considéré comme un crime passible de peine de prison et d'amende sévère. L'objectif, c'était de lutter contre la dénatalité, notamment après la Première Guerre mondiale. Et cette loi, ça rend l'avortement clandestin, dangereux et socialement inégalitaire. Bien sûr, les femmes aisées, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, pouvaient voyager à l'étranger, que ce soit en Hollande, en Angleterre. Elles pouvaient dans ce cas-là avorter en toute sécurité, mais les femmes plus modestes se retrouvaient avec des faiseuses d'anges dont ce n'était absolument pas le métier, avec des méthodes risquées, souvent en péril de leur vie. Alors c'est dans ce climat que va se passer toute l'histoire autour de Marie-Claire Chevalier. Marie-Claire, elle naît en 1955 et elle grandit en Seine-et-Marne dans une famille plutôt modeste. Sa maman, Michel, elle, est ouvrière au centre de tri postal de Chelles. À l'âge de 16 ans, Marie-Claire est violée par un garçon de son lycée. Et au cœur de sa confusion, elle en informe son violeur. Elle en informe également sa maman, qui elle est dévastée et qui va chercher désespérément une solution. Le délai est court. Il faut savoir qu'à ce moment-là, elle a pensé à l'emmener à l'étranger, mais faute d'argent, ce n'était absolument pas possible pour elle. Et finalement, grâce à l'aide d'une collègue de travail et de 2 autres amies, elle parvient à réunir la somme pour une intervention clandestine. Alors à ce moment-là, l'avortement est pratiqué avec succès en mars 1972 par une femme qui sera désignée comme la faiseuse d'anges. Mais Marie-Claire, ensuite, elle va souffrir de graves hémorragies et elle va devoir être hospitalisée. Ce qu'il faut savoir, c'est que Marie-Claire, elle en a informé son violeur qu'elle était enceinte. Et c'est ce dernier qui l'a dénoncée afin d'obtenir un abandon de charge dans une affaire de vol de voiture dont il était au centre. Donc à ce moment-là, Marie-Claire, pour avoir avorté sa maman et les 3 autres femmes qui ont aidé à l'intervention, sont poursuivies par la justice à cause du violeur. Donc l'affaire de Marie-Claire, à ce moment-là, elle fait suite quand même à l'action courageuse de sa maman, puisque c'est Michel Chevalier elle-même qui va contacter l'avocate Gisèle Halimi. Dans cette détermination, elle souhaite que Gisèle Halimi défende sa fille et les autres accusés. Et Halimi décide de prendre en charge la défense et d'appliquer une stratégie radicale. Elle ne va pas seulement défendre ses clientes, elle va aussi attaquer la loi de 1920 elle-même. Elle est apparue comme très lucide, Marie-Claire, et aussi déterminée. Alors, j'aurais dit, on peut faire ça, mais dans ce cas-là, on ne demande pas pardon. Elle m'a dit, ah, jamais de la vie, demander pardon, c'est la loi qui est coupable. Et elle disait tous les mots que j'attendais moi-même pour en faire en quelque sorte les têtes de chapitre d'une plaidoirie éventuelle. Alors elle me dit, ah ben non, c'est pas moi qui suis coupable, c'est la loi. Et Marie-Claire me dit, qu'est-ce que je risque? J'ai dit, ou le maximum, ou la liberté. Et la liberté avec un débouché formidable sur une loi qui devient caduque et pour les femmes une avancée extraordinaire. Et c'est là où va naître le fameux procès de Bobigny. Gisèle Halimi, elle comprend qu'il ne s'agit pas seulement d'une affaire individuelle, mais que c'est un procès politique. Et ce procès politique, il va pointer du doigt l'injustice sociale. Alors elle rassemble des témoins de prestige, des médecins qui dénoncent l'hypocrisie de la loi et des personnalités publiques. Simone de Beauvoir et la journaliste Claude Servan-Schreiber, entre autres, viennent témoigner.
Elle dénonce publiquement la loi de 1920 en soutenant que pour les femmes pauvres, le choix n'existe pas. Le 11 octobre 1972, l'audience de Marie-Claire, qui est mineure, se tient au tribunal pour enfants de Bobigny, à huis clos. Et Gisèle Halimi, elle insiste sur le fait que la jeune femme est une victime, et non une coupable. Alors on se souvient de l'émotion et de la simplicité du témoignage de Marie-Claire qui met l'humanité face à la loi. Marie-Claire Chevalier dira lors de son procès « On n'avait pas ce moyen-là. Ce n'est pas facile, croyez-le bien, mais je ne pouvais pas le garder. » Sa mère, elle, avait déjà exprimé sa douleur face à l'impuissance et à la discrimination sociale. Et elle avait dit, je cite, « Je voulais qu'on comprenne que l'avortement est le prix de la misère, que la loi de 1920 n'est faite que pour les pauvres. » En général, les femmes que l'on poursuivait devant les tribunaux, puisqu'il y avait cette loi répressive de 1920, appartenaient toujours à la même couche socio-économique. Il y avait ce qui était scandaleux, je dirais même pas seulement du point de vue des droits des femmes, mais des droits de l'égalité tout court. Il y avait l'avortement pour les riches et la prison pour les pauvres. Alors le tribunal prononce la relaxe pour Marie-Claire Chevalier. C'est une victoire retentissante. Le jugement fait jurisprudence, il reconnaît le viol et la situation de détresse comme circonstance atténuante. Alors même si elle est relaxée, sa maman et les 3 autres femmes sont jugées 1 mois plus tard, et même si elles sont déclarées coupables, elles bénéficient quand même de peines symboliques et légères, ce qui confirme le premier signal envoyé par la justice. Alors à ce moment-là, le procès de Bobigny, il est massivement relayé par la presse et il a un impact décisif sur l'opinion publique et le monde politique. Il a clairement forcé un débat national sur la condition des femmes et la nécessité de réformer cette loi de 1920. Et c'est donc, vous le savez maintenant, 3 ans après que le débat aboutit en 1975. Et clairement, l'histoire du droit à l'avortement en France se divise et il y a un avant et un après le procès de Bobigny. Alors malgré elle, Marie-Claire est devenue l'incarnation de la victime d'une loi injuste et elle a préféré d'ailleurs vivre ensuite une vie plutôt discrète, affirmant qu'elle avait tourné la page. Marie-Claire Chevalier, elle est décédée en 2022 à l'âge de 66 ans et sa disparition a rappelé quand même à quel point son courage et celui de sa mère a été essentiel. Son histoire, c'était celle d'une adolescente, jetée en pâture à la justice, qui est devenue contre sa volonté la force motrice d'un changement social majeur en France. Alors Marie-Claire Chevalier, c'est le symbole de la victoire de l'humanité sur une loi répressive, celle de 1920. Elle restera le visage courageux qui a aidé les femmes françaises à gagner ce droit fondamental à disposer de leur corps. Alors merci Marie-Claire et je vous retrouve demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous ou à me laisser un message. Je vous invite aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite, à mettre 5 étoiles, ça aide au référencement et à la visibilité du podcast. Si vous souhaitez voir plus de contenu, vous pouvez vous abonner à ma page Instagram merci.simone.podcast et si vous aussi vous souhaitez venir témoigner au micro de Merci Simone et nous raconter votre histoire, écrivez-moi. En attendant le prochain épisode, merci Simone.